Côté baisse de confiance de consommateur, c'est très simple. Nous, on voit une chose qui est les taux de conversion baissent. Normalement, sur le e-commerce, on est entre 2 et 3. Là, les marques qui sont au-dessus de 2 sont dans le top quartier. On voit dans l'attribution du trafic référé par ChatGPT. En moyenne, sur un e-commerçant, quand tu regardes le spend, tu as Facebook qui va prendre 60% du spend. Ensuite, tu as Google qui va prendre 30%. Et tu as ces petits TikTok qui passent de 0 à 10%, qui est en croissance élevée, mais pas tellement élevée que ça. Donc, je pense qu'il y a encore un peu d'éducation là-dessus. Tu ne vis pas à moins de 60% de grosse margin. Tu as ce truc global qui est tracking au niveau de la marque, savoir ce qui se passe, et au niveau de la plateforme, renvoyer la data. Et donc je pense que sur l'année dernière, il y a eu un vrai coup sur iOS, les cookies qui partent. Vraiment, il y a eu un moment où je pense Facebook ne comprenait plus du tout. Quand tu regardes les cohortes, donc tu vois, tu te dis tous les mois combien j'ai de nouveaux clients, combien ils génèrent de revenus, et que tu regardes 12 mois après, et l'idéal c'est que tu es à plus de 100%. David, merci beaucoup de m'accorder un peu de temps. Avec plaisir. Je vais expliquer juste à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on est assis face à face sur cette table aujourd'hui. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une petite étude des earnings des géants de la pub qui disait pas mal de choses intéressantes. Donc, je voulais juste la récapituler à nos auditeurs pour que vous sachiez sur quoi va porter l'échange d'aujourd'hui. Donc, au global, ce qui était intéressant, c'est que tous les chiffres sont au vert. Tout le monde se porte bien. Je crois que Meta même dépasse ses résultats de 760 millions, ce qui est quand même assez... Il n'y a pas eu beaucoup de précédents comme ça chez Meta qui bat ses prédictions comme ça. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que les earnings de tout le monde, enfin les revenus de tout le monde augmentent, Snap, Pinterest et tout, etc. Mais personne n'est confiant sur le futur de la consommation. Donc en gros, et c'est là tu le vois dans le report d'Amazon, où c'est Brian Olafsky, le CFO, qui remarque une tendance intéressante. Il remarque que le nombre d'achats unitaires a augmenté plus vite que son volume total d'affaires, donc en absolu. Ça veut dire qu'en gros, les gens achètent plus d'items, donc ils achètent plus d'items moins chers. Et en fait, il explique que c'est caractéristique de gens qui ont peur sur le long terme, parce que tu repousses un peu les gros achats. Tu dis, bon, j'achèterai mon canapé plus tard et tout, et à la place, tu vas acheter des trucs un peu de nécessité. Et en fait, quand on y regarde de plus près dans les reports, il y a deux trucs qui sont intéressants. Le premier, c'est que, en fait, les annonceurs dépensent plus, mais pas forcément parce que ils ont des meilleurs résultats, mais c'est aussi parce que ça coûte beaucoup plus cher. Dans les reports, Meta annonce qu'en Europe, c'est plus 18% en moyenne du prix par pub. Nous, on observe qu'en France, c'est plus 11% sur les CPM. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que le spend, il est en train de se court-termiser. Il y avait un truc intéressant dans le report de Google, c'est que c'est la première fois où, en termes de taux de croissance depuis le Q2 2023, où le search a grossi plus vite que YouTube. Alors qu'avant, c'était parce que YouTube est plus jeune, forcément. Donc ça grossit plus en absolu. Ce qui est forcément, bon, on peut avoir une lecture assez simple de se dire que YouTube est plus brand. Tu réduis les le spend. search, tu vas mettre là où ça convertit le mieux. Donc, c'est la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, David. Donc, tu es le cofondateur de Polar Analytics, un outil d'analyse data pour les e-commerçants. Ça te va comme description? Très bien. Et donc, tu as un outil qui est utilisé par plus de 2700 boutiques, un peu plus même d'ailleurs, parce que c'est la data sur votre site. Ouais, tu m'as dit avant que c'est un peu plus de 3000. 3600. Donc on regardera exactement, mais je crois qu'hier c'était 3582. Et donc, du coup, tu es là pour venir compléter cette analyse acquisition que je pourrais avoir avec une analyse plus e-commerce. Avec plaisir. Et donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, déjà au global, est-ce que tu observes des trucs notables à l'échelle des e-commerçants? Ouais, alors, il y a deux choses. La première, c'est que moi, je me méfie toujours des tendances globales, notamment parce que, tu vois, dans l'accès qu'on a aux marques, je vois de tout. Je vois de tout et il y a un principe que j'ai, tu vois, pour te donner, peut-être pour préciser un petit peu dans le type de client, en gros, le dataset sur lequel je me base. Tu vois, on a 3500 clients qui sont répartis dans le monde, avec une bonne partie en Europe. Sur la France, on va travailler avec des marques comme From Future, Nutrimuscle, Pollen, Le Maire, etc. Donc, tu vois, c'est plutôt des marques qui vont faire à partir d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, voire 10, 50 et plus de 100. Donc ça, c'est là-dessus. La vérité, c'est que partout, peu importe le cycle, je vois toujours des marques qui explosent et comme je vois toujours des marques qui ont du mal. Donc, il y a évidemment toutes ces trends là-dessus, mais il y a un principe global, c'est qu'en fait, peu importe le moment, peu importe les CPM, je vois toujours des marques qui sont comme ça, en retour sur investissement et dont les CPM continuent de baisser. Donc ça, c'est juste un principe. Maintenant, si on joue le jeu un petit peu des trends, il y a différentes choses que nous, on voit. La première chose, en effet, par rapport à ce que tu dis sur le côté consommateur. En fait, il faut distinguer deux choses sur la performance des ads. D'un côté, tout l'écosystème ads qui est en train de baisser, avec notamment toutes les issues les problèmes de tracking, le privacy, iOS 14, donc qui rend le fait de servir des ads plus difficile pour les plateformes et donc une capacité de targeter et d'être performant qui baisse. Et de l'autre côté, le contexte un peu plus macro qui est inflation et baisse de confiance consommateur. Sur le côté baisse de confiance de consommateur, c'est très simple. Nous, on voit
une chose qui est les taux de conversion baissent. Voilà, c'est une nouvelle réalité. Il y a eu le plus haut global qui était pendant le Covid, où là, les taux de conversion, je crois, étaient au-delà de 5% en moyenne. Normalement, sur le e-commerce, on est entre 2 et 3. Là, les marques qui sont au-dessus de 2 sont dans le top quartile. Bon, ça, c'est une donnée du marché. Après, il y a évidemment plein de solutions pour essayer de combattre ça. Et si tu veux, on pourra en parler sur les solutions. Il y a tout un focus sur l'expérience post-click. Maintenant, ça, c'est une donnée de marché. Le taux de conversion baisse. Ensuite, sur les données de la partie, la difficulté à servir des bonnes ads, on a vu deux choses. La première chose, c'est qu'il y a eu, sur la fin de l'année dernière, une baisse très forte des ROAS. Les Facebook était moins pertinent qu'avant. Tout le monde avait beaucoup plus de mal à servir des ads de qualité. Maintenant, on voit un rebond. Et je pense que, tu vois, il y a énormément de choses qui ont lieu. On en parlait tout à l'heure, les solutions de server-side tracking. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour essayer de redonner aux plateformes la vision nécessaire pour améliorer l'algorithme. Il y a énormément de choses aussi qui ont lieu au niveau des créatives. Donc, salut, c'est Théo, je te fais une rapide interruption pour t'expliquer ce qu'est le tracking server-side. En fait, par défaut, le tracking, il s'enclenche sur le navigateur des utilisateurs, via le cookie de navigation. Sauf que sur Internet, il y a plein de technologies qui t'empêchent de récupérer cette donnée, comme par exemple les adblockers ou l'ITP. Ce qui est problématique car derrière, on veut renvoyer ces données à Meta pour qu'ils puissent s'optimiser. Avec GTM server-side, tu peux contourner ces problématiques-là en possédant ton propre serveur de tracking, ce qui permet d'augmenter le nombre d'événements traqués et donc la nourriture que tu donnes aux algorithmes. Attention, c'est pas comme l'API de conversion. C'est une façon spécifique de paramétrer la remontée des événements. Le tracking server-side, c'est un standard de marché et pourtant, il y a que 15% des annonceurs qui sont équipés sur le sujet. C'est un service qu'on propose chez Kudak où nos équipes le paramètrent pour vous. Si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel sur le lien dédié en description. Notre équipe te fera un petit audit de ta situation tracking. Quand tu regardes le ROAS au global, ce qu'on voit, c'est Google est flat, Facebook est flat, donc n'a pas tellement perdu. Nous, le gros outlier qu'on voit et on encourage toutes les marques à le faire, c'est TikTok. Je ne sais pas si c'est un service que tu proposes, mais ça, c'est assez flagrant quand on regarde les chiffres. Tu vois que en moyenne, sur un e-commerçant, quand tu regardes le spend, tu as Facebook qui va prendre 60% du spend. Ensuite, tu as Google qui va prendre 30%. Et tu as ces petits TikTok qui passent de 0 à 10%, qui est en croissance élevée, mais pas tellement élevée que ça. Donc, je pense qu'il y a encore un peu d'éducation là-dessus. Sauf que tu vois le ROAS de TikTok qui explose. Et je regardais ce trimestre, en moyenne sur nos marques, le ROAS de TikTok est supérieur au ROAS de Facebook. C'est marrant, c'est un truc qu'on observe aussi. J'étais hier chez TikTok pour donner une conférence sur ce sujet-là en particulier. Et sur 2024, ils ont vraiment fait un rebond notable. J'avais vu que l'année dernière, dans le monde entier, c'était 4% je crois du spend au Black Friday juste qui avait été sur TikTok. Et donc Meta était d'ailleurs bien devant. C'est d'ailleurs marrant de voir qu'à Black Friday, la proportion de Meta dans les mix marketing explose et celle de Google baisse. Ok, marrant. Et en fait, il y a notamment deux produits qui ont pas mal servi à ça. Le premier, c'est les VSA, donc Video Shopping Ads. Et en fait, ça permet de connecter le catalogue et donc d'avoir des pubs où tu as des petits stickers avec la pub. Tu peux aussi avoir des stickers promo. Et ça, c'est un truc qui marche super bien et qui marchait pas avant. Et donc, tu vois, je pense à un client qui s'appelle Moule, qui est donc une marque de culottes menstruelles chez nous, sur laquelle on a des meilleurs ROS des meilleurs coûts d'acquisition sur TikTok que sur Meta. C'est le premier. Et le second, c'est les campagnes Wayo. Donc ça, c'est l'équivalent de PMax, c'est les Smart Performance Campaigns. Et donc, ils ont fait une V2 avec le catalogue qui s'appelle Web Ads All-in-One. C'est ça le Wayo. Et pareil, mais bête de résultats sur des niches assez surprenantes. Genre, tu vois, on a Legal Start, par exemple. Sur lequel ça marche assez bien. Mais c'est intéressant que tu vois ça. C'est un truc que j'ai pas dit dans ma présentation hier, c'est je voulais pas du tout en faire une trend générale en mode TikTok est en train de péter, mettez tout sur TikTok. Et toi, t'observes quand même un truc sur... Moi, j'encourage à pousser TikTok. Excellent. Tout simplement parce qu'en fait, il y a deux choses. En effet, si tu reprends la partie trend, la manière qu'avaient les plateformes d'optimiser, c'était d'avoir la vision de à qui je sers une publicité et qui derrière va convertir. Tu as les cookies qui sont en train de partir et donc tu as tout ce chemin de ce qui se passe sur le site qui devient de plus en plus difficile. Alors ok, il y a des moyens d'essayer de compléter et c'est d'ailleurs pour ça que Amazon s'en sort si bien sur les ads, c'est qu'en fait Amazon, ils ont tout. Ils sont capables de dire au même endroit, l'endroit où ils servent la publicité et l'endroit où il y a une conversion. Donc moi je pense qu'il va y avoir de plus en plus, tu vois, ces TikTok Shop qui cartonnent aux US, les Insta Shop qu'ils ont abandonnés, mais je pense qu'ils vont revenir. Donc tu vois, de plus en plus les plateformes vont essayer de se dire, moi je veux être capable au même endroit de servir la pub et de la convertir. Et le truc que je trouve incroyable sur TikTok et qu'on parle avec toutes les marques et qui, je pense, est une opportunité assez folle en ce moment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, TikTok, c'est le seul endroit où
la pertinence du créa en organique est la seule chose qui compte pour avoir des impressions. Ouais. Et tu vois, ça, c'est plus du tout le cas sur Instagram. Il faut des trucs de l'algorithme, poster tous les jours, avoir un certain nombre de followers, etc. Mais du coup, ça veut dire que TikTok, c'est un terrain de jeu incroyable pour valider le product market fit et valider, tu vois, la manière dont tu parles de ton produit, comment est-ce qu'il résonne. Puisque quand tu postes 5 vidéos par jour en organique et qu'il y en a une qui prend et qui part sur des millions de vues, derrière, tu peux le réutiliser et en faire une publicité. Et cette feedback loop de dire, bah voilà, je fais de l'organique et j'essaye de trouver mon product market fit et j'utilise TikTok pour le faire parce que je peux pas le faire ailleurs, puisqu'il me faut, tu vois, une ancienneté, il me faut des followers. Je trouve que je pense que ça va pas durer, puisque forcément, ça va converger vers les influenceurs sont ceux qui ont du reach, mais le fait que n'importe qui puisse avoir du reach, je trouve que c'est assez cool. Alors c'est intéressant, surtout les TikTok Shops, parce que donc, la majorité de vos clients sont quand même américains. Ouais. TikTok Shop, c'est pas disponible en France. Je crois que ça arrive, non? J'ai vu... Hier, ils m'ont dit janvier. Ah, janvier. Alors moi, j'avais vu cet été, parce que c'était censé arriver cet été. Hier, ils m'ont dit, je crois que c'est repoussé tout le temps. Okay. Ils m'ont dit janvier de façon très sûre, et c'est pas une data confidentielle, donc je l'ai vu nulle part sur Internet. Ok. Apparemment, ça cartonne aux US. Ouais. Est-ce que tu le vois chez certains clients? Je sais pas dans quelle mesure c'est traqué dans Polar, d'ailleurs, ça. Oui, on a un sales channel TikTok Shop. Ouais. Ça cartonne dans le sens où ça permet de faire bien fonctionner TikTok. Maintenant, ça reste tout. Tu vois, quand tu regardes si tu veux, il y a deux choses. Nous, ce qu'on voit, c'est que une marque, pour aller faire ses 5 premiers millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est Facebook Ads, Shopify. Ça suffit. Le reste, c'est complexifier les opérations qui détournent le vrai sujet qui est un peu ce qu'on appelle l'alignement des planètes. C'est réussir à trouver le bon produit au bon prix et une manière d'en parler qui résonne avec ton audience. Et c'est très dur, hein, c'est de la magie, ça. Et sans cette magie, on peut bidouiller, mais on n'ira pas plus loin. Donc, le meilleur truc pour trouver cet alignement des planètes, c'est simple. Après, derrière, c'est que pour passer de 5 à 20, bon, là, ça y est, c'est le moment d'intervenir et de diversifier les canaux. Et là, on envoie toute la suite. Et ensuite, à partir de 20, là, on vend partout où c'est possible. Et donc, en ligne, POS en retail là-dessus, Amazon, TikTok Shop, bref, partout où le client est. Quand tu regardes le PNL typique d'une marque, TikTok Shop, ça reste moins de 5% de les sales. Ça reste très gros Shopify, Amazon SIA, un peu de retail, mais il y a une belle croissance. Et moi, je pense que je vois plus TikTok Shops comme un moyen de bien faire fonctionner les TikTok ads. Parce que, ouais. Par rapport CF, feedback loop de conversion et de service des ads. Mais je crois que Meta, d'ailleurs, a un peu emboîté le pas. Il me semble qu'ils ont rendu obligatoire, là, c'était fin août. Donc là, on enregistre en septembre, on est le 11 septembre. Le fait d'avoir le checkout natif maintenant sur tous les stores Instagram et Facebook pour justement essayer de récupérer ces data de conversion. Mais je crois qu'ils se cassent les dents depuis quelques années quand même dessus. Je n'ai pas compris le mouvement de Meta parce qu'il y avait eu tout un mouvement de Meta sur le e-commerce à une époque où ils disaient qu'ils allaient pousser InstaShops. Beaucoup de gens disaient qu'ils allaient aller concurrencer Shopify, peut-être même racheter BigCommerce, etc. Et Mark Zuckerberg a fait un shift assez gros en stratégie de se dire en fait non, on met tout sur AR, donc même pas AI, mais virtual reality, et le truc tout pourri où t'as le masque et tu vois des... Et je crois que c'était un peu un gros flop. Et donc, ils repartent sur AI. Peut-être qu'ils vont reprendre e-commerce. Mais ouais, ils ont un gros coup à jouer, je pense, là-dessus. Mais je crois que ça a pas trop marché, il me semble. Mais même, tu vois, en tant qu'utilisateur... Ouais. On n'a jamais acheté... Je connais personne qui a acheté un truc en natif Instagram. Ils n'ont pas encore ce degré de recommandation, ce qui est intéressant, parce que TikTok, de manière générale, en fait, tu regardes en Chine, donc ByteDance, les chiffres d'affaires qui passent par le TikTok Live sont monstrueux parce qu'il y a le comportement d'achat là-dessus. Donc c'est ce qu'ils essaient d'importer, mais je crois que le live shopping, en tout cas en France, pas encore, il n'y a pas le comportement d'achat. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on en parle du live shopping comme le fait que ça va arriver que je commence à me demander si... en fait, c'est pas forcément, ça va pas rattraper le comportement chinois. Peut-être que ça devrait arriver. Ça va diverger. Alors, moi, je pense que ça va arriver tout simplement parce que c'est le téléachat. Live shopping, c'est le téléachat sur la télé. C'est un comportement existant déjà. Et je sais pas si tu te lèves des fois le matin à 6h et que tu mets TF1. Bon, il y a déjà du live shopping, mais c'est juste à la télé. Donc, je pense que c'est juste une question de temps avant que ça arrive sur les réseaux. Ce qui manque, je pense, c'est la confiance dans le fait que Instagram soit une plateforme pour mettre la carte bleue. Probablement. C'est un peu bizarre. Je comprends pas trop leur ligne en fait là-dessus. Ouais, probablement. Ils ont MetaPay aussi. Après, il y a quand même, tu vois, l'angle, et de plus en plus, c'est de connecter le catalogue de produits que tu vas avoir sur Shopify à Facebook. Et tu vois, nous, on a même des solutions où on personnalise en fonction du volume de stock et en fonction du taux de conversion sur le site
quel produit on met en avant. Ouais. Donc, tu vois, tu peux jouer un petit peu là-dessus, mais en effet, et tu vois, on a une boîte avec laquelle on aime bien travailler qui s'appelle Ferma, qui, eux, ont une solution. Tu les connais? Bah, je les ai vus passer dans un podcast et tout. Ok. Ils sont bouillants. Ils sont Ouais, très forts. ils sont très cool. Ils sont très cool. Et du coup, je connais bien le founder. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée... En fait, il fait vraiment ce que Meta aurait dû faire. C'est qu'il crée des stores avec du user-generated content. Donc, en fait, qui te permet de dire, tu vois une pub sur Meta, tu pars sur Ferma avec un mix de TikTok, de produits, de catalogues, et tu peux acheter directement là-dessus. Et donc, c'est typiquement, il a créé sa propre version des InstaShop en récupérant du contenu glané sur les réseaux sociaux. Donc, il est entre les deux, c'est entre le site internet Ouais, et c'est InstaShop, du post-click. C'est vraiment c'est la catégorie custom storefront. Donc, en fait, tu as ton Shopify en back-end. Et en fait, tu as une multitude de sales channels, notamment ce site généré par Ferma. Ok, c'est une landing page en fait. C'est de la landing C'est page. une landing page AI, dynamique. Ok. C'est intéressant juste pour revenir du coup sur la synchronisation du catalogue et tout, parce que tu disais que fin 2023, tu as remarqué que Meta avait un peu tanké. Ouais. Et c'est reparti en 2024. Ouais. Tu sais pourquoi? Je pense que c'est le temps que les conversion API marchent. Ouais. Salut, c'est Théo. Je te fais une courte interruption pour te rappeler que ce dont parle David sur Meta, c'est quelque chose qu'on a aussi constaté à l'échelle de nos clients. En ce moment, c'est l'une des meilleures périodes pour faire du Meta Ads. Ça tombe bien, c'est l'expertise de base sur laquelle j'ai construit l'agence. Chez Kodak, on a une équipe de 60 personnes qui accompagnent les marques pour atteindre leur business plan digital, via les bonnes méthodes de media buying, une réflexion publicitaire faite par des creative stratégistes, et une expertise tracking qui est le nerf de la guerre à notre ère d'internet. On est partenaire premium de toutes les régies digitales, ce qui nous permet de bénéficier en avant-première des nouveautés et d'en faire bénéficier nos clients. Si jamais tu veux en savoir plus, nos experts Kodak proposent des audits qui te permettent de répondre à la question est-ce que tu es à jour par rapport aux bonnes pratiques de ton marché, ou alors est-ce que tu passes à côté d'une opportunité de croissance facile. Tu peux réserver un appel de découverte sur le lien en bio, il suffit juste de dépenser plus que 5 000 € par mois en publicité, ou alors de faire plus que 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant je laisse nos clients te dire ce qu'ils pensent de nous. L'accompagnement il est vraiment top. On est à plus 30%. On performe très bien sur les réseaux et sur internet. Kodak s'est toujours montré force de proposition et c'est très plaisant. Sans eux, moi je m'en sortirais pas toute seule. En fait, si tu veux, c'est un peu par rapport à ce qu'on disait sur comment faire en sorte de bien réussir en ads. Tu as vraiment deux sujets. Tu as un sujet qui est la magic sauce, alignement des planètes. Personne au monde, à part les fondateurs et l'équipe, peuvent trouver. Et ça t'emmène loin. Et sans ça, bon, tu peux bidouiller. Mais donc ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est toutes les optimisations qui vont permettre d'accélérer cette croissance. Et ces optimisations qui vont permettre d'accélérer ces croissances, tu en as sur 3 catégories. Tu as sur pré-clic, donc tout ce qui est sur les créas. Et ça, on le voit, les marques qui cartonnent. Moi, je vois des volumes de rafraîchissement de créa. Je ne sais pas ce que toi, vous faites ou ce que vous recommandez, mais j'ai eu 20 nouvelles créas par semaine. Ouais, c'est très corrélé, de toute façon, entre la taille... Impressionnant. Et c'est un truc qui n'est pas très populaire sur le marché français, ça d'ailleurs. C'est très compliqué de faire comprendre les volumes d'investissement des Américains. C'est impressionnant. Ouais. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec tout ce qui est Generative AI. Alors, il faut trouver le moyen de générer beaucoup de créa en gardant une certaine qualité. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est que les marques qui cartonnent et qui réussissent à maintenir des CPM bas et des coûts par clic bas, c'est un volume de créa qui est insane. Ouais. Donc ça, c'est pré-clic. Ensuite, tu as l'autre chose qui est post-clic, donc tout ce qu'on disait, le conversion rate, etc. Et ensuite, tu as ce truc global qui est tracking. C'est-à-dire, sans tracking, tu ne sais pas ce qui se passe. Et il y a tracking à double enjeu au niveau de la marque, savoir ce qui se passe, et au niveau de la plateforme, renvoyer la data. Et donc, je pense que sur l'année dernière, il y a eu un vrai coup sur iOS, les cookies qui partent. Vraiment, il y a eu un moment où, je pense, Facebook ne comprenait plus du tout. Et il y a eu toute une série de solutions, y compris ce que nous, on a sorti, qui permettent en fait de dire, en fait, on va renvoyer toute cette data manquante à Facebook. Et tu vois, je voyais, quand on a bossé avec Frankie Shop, on a renvoyé 60% d'events en plus. T'imagines, ça veut dire que Facebook ne voyait que 40% des conversions. Et maintenant, il y a de plus en plus, ça s'est popularisé. Il y a Google Tag Manager. Bon, il y a pas mal de choses qui se popularisent. Les plateformes elles-mêmes ont retravaillé leur algorithme. Donc, je pense qu'il y a eu juste une petite phase d'adaptation où c'était compliqué et ça va être de mieux en mieux. Ouais, très intéressant pour ajouter un peu d'infos aussi là-dessus. On voit beaucoup les priorités des régies dans ce que les account managers agences ont comme indexation dans leur variable, en fait, même dans leur rémunération. Et en fait, ils ont des trucs sur l'adoption des produits. Okay. Et Capi, je me demande, je sais pas exactement si c'était début 2024, ils ont commencé à le pousser de ouf, mais je me souviens qu'on a fait une conférence chez Meta au Q4 dernier, et on avait beaucoup parlé de Capi.
Mais il n'y avait pas une très bonne adoption en France, d'ailleurs, très marrant. Au UK, c'était 2 fois l'adoption en France aux 4 derniers. Et donc, je pense qu'ils avaient vraiment cet enjeu-là de le faire adopter aux annonceurs. Il y a encore plein d'annonceurs qui ne l'ont pas fait, d'ailleurs. Bah là, je regardais tout à l'heure, parce que tu vois que tu peux voir qui utilise Capi. C'était 12% des marques françaises. C'est pas vrai. Ouais. Ah, je n'avais aucune idée, tu vois, de cette c'est data-là. ce que j'ai regardé ça tout à l'heure. Bah, j'en ai parlé avec mon responsable tracking là, on se demandait en fait si le marché était équipé là-dessus, mais en fait, nous on a l'impression que tu vois, les gens auxquels on en parle. Après, ces 12%, c'est pas forcément par rapport aux marques qui vont faire des pubs sur Facebook. En gros, tu es capable de. Tu as aussi des marques qui font pas de pub du tout. Ouais, maintenant, c'est quand même. Voilà. Je pense que tu as peut-être au moins 50% des marques qui vont faire de la pub sur Facebook, parce que c'est vraiment e-commerce Shopify. Ouais. Mais qui ont, puisque tu peux le voir, c'était 12%. Donc, je trouvais que c'est assez bas. Mais du coup, tu vois, par rapport à ton truc sur les Investor Report, etc., bel upside potentiel pour Facebook, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à aller chercher là-dessus. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, ça a été corrélé au fait que, tu vois, la suite Advantage Plus, au début, quand ils l'ont sorti, on croyait que c'était un repackaging de trucs qu'ils avaient fait avant, on comprenait pas. Comment ça s'appelait avant ? C'était CBO, non ? Non, ça avait un nom, je sais plus, mais je sais que je l'ai vu parce que nous aussi, on run des ads pour Polar. Pour Polar, et ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur Facebook Ads et j'ai rien compris quand j'ai vu Advantage. C'est quand même très particulier. Il y a vraiment ce truc de se dire, Facebook s'occupe de plus en plus de tout et toi, tu as juste à uploader des créas et faire en sorte que le tracking soit bon et derrière, tu sais pas ce qui se passe et ça tourne. Ouais, c'était... et donc, ils ont repackagé tout le truc. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'était un bon move. Et ça a commencé à bien marcher, nous, en 2024. Et je pense que c'est d'ailleurs ça, parce que ce qui est paradoxal dans les earnings des gros acteurs de la tech, c'est que ça coûte quand même beaucoup plus cher de faire de la pub, mais les annonceurs n'ont pas l'air de se plaindre. Tu vois, donc, ils acceptent en fait de donner ce budget supplémentaire. Donc, c'est qu'à un moment, il y a eu un gain d'efficacité quelque part. Ouais, mais moi, ce que je vois, c'est que les ROAS n'ont pas bougé. Ouais. Et on a au global. Au global, en plus sur... alors nous, on a tendance à avoir une cohorte de marques qui vont un peu mieux que la moyenne parce qu'elles sont data-driven, etc. Mais je regardais, Google, le ROAS baisse un petit peu, Facebook flat, mais le ROAS de TikTok augmente. Ok. Et Google, donc le search. Et vous avez... Google global. Ok. Google donc global. J'ai pas la granularité exacte entre search et YouTube. Après... je pense que Google a quand même de plus en plus de... Tu vois, si je devais investir, je serais plus méta que Google, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de solutions d'attribution qui te permettent de voir que beaucoup du spend que tu alloues à Google, c'est de la dépense de touche 3, touche 4. C'est intéressant. Et qu'en fait, tu aurais très bien pu l'enlever. La vraie connaissance de ta marque, elle a eu lieu sur du social media. Et en fait, bon, que tu l'enlèves ou pas, peut-être t'en aurais perdu un petit peu sur des compétiteurs qui auraient bidé sur ta marque. Mais en vrai, je pense que la conversion aurait eu lieu. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, j'avais un call avec un client qui, justement, pour rentrer un peu dans le cœur des datas d'attribution. J'aime bien le faire. Moi, tu vois, je rentre sur beaucoup de clients. J'aime bien passer du temps avec eux. Et on regardait, et tu vois, on regardait les journées. Donc, en fait, tu vois, dans le produit, tu peux cliquer sur chacune de tes commandes et tu vois exactement tout ce qui s'est passé, quel ad il a vu, etc. On fait ça ensemble pour voir un peu, tu sais, de manière qualitative le parcours d'achat. Et on voit énormément de Facebook Ads, Direct, Klaviyo et Google Brand à la fin. Ouais. Et il m'a dit... Google qui fait, c'est moi. Voilà. Et du coup, il m'a dit, mais on va couper Google pendant une semaine, on va voir ce qui se passe. Bon, je lui ai dit, attends, je sais pas si je recommande, mais tu vois, il y a de plus en... ce que je vois en termes de décisions qui sont prises, c'est de plus en plus de... En fait... Je me suis basé toute ma vie sur Google Analytics qui sous-estime Facebook. Et en fait, je vais augmenter Meta pour voir si jamais l'augmentation de connaissances de marque rebondit sur mes ventes. Et de plus en plus en fait, Google s'approprie tout. Et ben, je vais baisser Google et voir si ça change quelque chose à mes ventes. Et ça, c'est une dinguerie. Et je pense qu'ils l'ont bien compris d'ailleurs. Plusieurs choses là-dessus. Nous, on le mesure avec le sondage post-achat, ça aussi. Où ça te remet Google, parce qu'on calcule des CAC déclaratifs. Ouais. Et le truc, ça fait 99% du temps, c'est que ça remet Google, enfin ça fait doubler à peu près le CPA de Google plateforme. Wow. Voire plus. Et parce que, en fait, je prends toujours la même métaphore pour l'expliquer, je l'ai prise encore hier chez TikTok, c'est comme si tu partais en vacances au Brésil dans un hôtel et que le mec de l'hôtel il te voit arriver en Uber, parce que t'as pris un Uber de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, et il note, bon ok, il est venu au Brésil en Grâce à Uber. Tu vois, et après toi tu veux l'expliquer, mais non, j'ai pris un avion, il fait non, moi j'ai noté Uber, j'ai vu Uber. Et donc après le problème c'est quand il se dit, bon bah, comment j'augmente le trafic dans mon hôtel ? Exactement, du coup tu commandes 150 Uber et il n'y a personne à l'aéroport. Pour reprendre, les account managers Meta, ils nous ont poussé Capi, les account managers Google aujourd'hui, ils nous poussent Demand Gen. Donc, façon de vendre l'inventaire YouTube. Ouais. Et je pense que c'est parce qu'ils
comprennent que le marché est un peu en train de, tu vois, de s'éduquer Hmm. sur cette partie-là, à la fois via les sondages post-achat et via les outils d'attribution. Et TikTok, par exemple, aussi est un très bon ouvreur de parcours de conversion. Ouais. Est-ce que tu vois des canaux qui ont, en fait, est-ce qu'il y a des utilités généralisables, tu vois, de TikTok? C'est souvent au début des sessions, Meta au début des sessions. C'est quoi les parcours d'achat que tu vois les plus communs? Il y a deux choses différentes. La première, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, juste j'y pensais, si on reste sur Google et le fait qu'il soit sous pression, est-ce que tu as vu, parce que nous on l'a vu, dans les sondages, et alors même nous on le voit même en referrer, ChatGPT. Est-ce que tu l'as Non. Alors ça, nous on le voit Incroyable. de plus en plus. Et ça, je trouve ça assez fou. On voit dans l'attribution du last click ou vraiment des parcours, on voit du trafic référé par ChatGPT. Et ça, je pense que c'est assez... J'ai hâte de voir les ads. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est Anthropic? Bah ouais. Voilà, Claude, c'est un peu le Bah ouais. concurrent de ChatGPT. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir des search ads. Perplexity aussi. C'est Perplexity, c'est Ouais. pas Claude, c'est Ouais. Perplexity. Ouais. Et ça, je pense que ça va être un terrain de jeu incroyable parce que Mais attends, juste excuse-moi, sur ChatGPT, aujourd'hui, il n'y a pas de redirection de lien, non? si, tu peux faire des liens. Tu peux dire quels sont les. Tu Ah peux ouais. dire c'est les gens qui ont recommande-moi les demandé. 5 meilleures marques de shampoing anti-pelliculaire. Ah, donc c'est Pour officiel. moins Donc de le, 30 ans. Le SEO de ChatGPT, c'est Voilà. officiel. Donc ça... Ah, c'est officiel et on le voit ça comme source. Vraiment, on voit le trafic qui est référé de là. C'est énorme. Et t'as des proportions un peu C'est petit, c'est Ouais. sur moins de 5%, mais suffisamment pour que je l'ai vu. Et tu vois, parce que post-chargé, j'imagine que tu dois utiliser des outils, on se connecte avec Fairing, donc on a ça aussi. Et je le vois vraiment des gens qui disent comment vous nous avez connus, ChatGPT. Donc ça, c'est assez marrant et je pense que ça, c'est une C'est autre énorme. pression sur Google. Ouais. Et je pense que le jour où on va pouvoir avoir la capacité de faire des publicités là-dessus, t'imagines en termes d'intent, je pense que l'Ads Manager de Perplexity, il est assez incroyable. Donc voilà, ça c'était juste sur Google. Maintenant, sur les parcours d'achat, c'est très simple. C'est top of the funnel, social ads. Ouais. Simple. C'est particulièrement Facebook. Maintenant, TikTok, il y a un autre use case qui est assez intéressant aussi, et c'est là, je trouve, la grosse force de TikTok, c'est que Facebook, Insta, c'est vraiment awareness, top of the funnel, et évidemment, le retargeting. Ils sont quand même bons là-dessus. Là où TikTok est fort, c'est qu'il y a aussi un usage de search dessus. Et ça se popularise de plus en plus. Mais de la même manière que tu as comment faire un shampoing maison, si on retrouve sur, quels sont les meilleurs shampoings anti-pelliculaires, c'est pas une question que tu poseras sur Facebook, mais c'est des questions que les gens posent sur TikTok. Et donc, on voit de plus en plus de TikTok sur la phase un peu considération, milieu de parcours d'achat, j'ai entendu parler de cette marque sur Meta et je vais chercher un peu d'avis, je vais chercher un peu juste de contenu différent là-dessus. Et c'est un peu ce truc de la nouvelle génération a envie de consommer le contenu vidéo et a pas envie de se taper 15 résultats de recherche avec du texte. Et bien, en fait, quand tu réfléchis en termes, côté utilisateur, tu as plein de résultats de recherche auxquels une vidéo verticale courte répond très bien, typiquement les restaurants. Quand tu cherches un resto et que tu veux voir un peu la bouffe et que ça te présente en 30 secondes le truc, ça marche très bien en fait en termes de use case. Ouais. Et je me rappelle, tu vois, j'avais vu l'équipe TikTok France. Ouais. Je sais pas si toi, tu as dû les voir plus souvent, mais je sais que leur grande bataille, en tout cas à l'échelle de la France, c'était de faire comprendre au marché que la base d'utilisateurs de TikTok, c'est pas les moins de 15 ans. Ouais. Et tu vois, beaucoup d'annonceurs français se disent, bon, TikTok, c'est ma petite fille. Alors que quand tu regardes vraiment les datas, et je pense qu'il les cherche et peut-être tu dois l'avoir. Je les ai présentés hier, donc je suis en train de les chercher. Je vais finir ta phrase, je vais le les trouver. split est bien différent. Et tu vois, à titre anecdotique, moi qui ai 32 ans, j'utilise TikTok tous les jours. Alors, du coup, j'ai cette data aussi, c'est qu'un utilisateur en moyenne utilise 95 minutes par jour. TikTok, quand même, c'est beaucoup. Énorme. C'est français, ça ? C'est worldwide. Et alors, je vais trouver la data sur les tranches d'âge parce qu'elles existent en France. Ouais, je sais parce que je l'ai vu aussi. Bluffantes, c'est aujourd'hui, t'as 46% des 35-44 qui utilisent TikTok en MAU, donc Monthly Active Users. Et tu as, alors là j'ai toutes les tranches d'âge, donc ça peut être forcément être très intelligible si je vous l'ai dit comme ça. Mais je vous les afficherai à l'écran. Pense, ouais. Mais 18-25 c'est 37% quand même, et après tout le reste c'est au-dessus en fait. Ouais, donc t'as quand même plus de la moitié qui a plus de 25 ans. T'as quand même les moins de 18. Donc t'as 37% ouais, c'est en France. 30 ou 40% je crois des 40%, utilisateurs. Ouais. Et ce qui est intéressant, tant qu'on est sur TikTok, c'est que t'as un overlap de 80% worldwide entre les utilisateurs TikTok et Facebook. C'est le premier... Donc en fait, tu peux pas à la fois dire Facebook c'est que pour les vieux et TikTok c'est que pour les jeunes parce que c'est que t'as 80% qui sont... Et après, moi j'ai vu pas mal de choses sur Pinterest et Snapchat aussi. Hein.
Ouais. Bah, ils ont développé des bonnes fonctionnalités Snapchat récemment. est en train de bien se développer aussi. On le Ouais. voit comme source. Snapchat a sa Conversion API aussi. Ouais. Donc, Bah, de toute façon, nous, vraiment, ce qu'on voit, c'est que le plus simple, c'est de tester tous les sales channels et tester toutes les plateformes d'ads et juste de suivre ces chiffres vraiment au carré, d'augmenter ce qui marche et de couper ce qui marche pas. Ouais. Bah, Mais il y a très peu de downside à ne pas tester Pinterest ou à ne pas tester TikTok, d'autant plus que tu vois, il y a des agences comme toi qui aident à vraiment mettre en place tout le setup et il y a toujours des crédits pour pouvoir avoir C'est ça, 1000, c'est que c'est- 2000 dollars de Ouais. dépenses et voir ce qui se passe. TikTok et Pinterest sont très forts en crédit. Et juste pour reparler de Snapchat, en effet, Snapchat a fait pas mal de... le Capi, ça a été un game changer pour eux aussi. Ouais. Et c'est marrant parce qu'ils ont fait un virage. Il y a une lettre, alors on est le 11, je crois qu'elle est sortie il y a quelques jours, je crois que ça s'appelle Evan Spiegel, c'est ça, le mec de Snapchat, Ouais. où il décrit un petit peu toute l'évolution de l'histoire de Snapchat. Et il arrive à la fin en disant que on va se recentrer sur le direct response. Et il me semble que c'est SMBs, tu vois. Ah, ok, marrant. Et parce qu'en fait, tu vois dans les résultats, un truc très intéressant, les résultats du Q2, c'est qu'ils font plus 16% en direct, J'ai vu. enfin en direct response, et moins 1% en brand. Ok, mais ça, je pense que c'est, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus contextuel. Ouais. C'est qu'en fait, tu as ce côté de dire, ok, on avait les taux Court-termisme. d'intérêt à zéro, Ouais. maintenant, il va falloir être profitable, grande nouvelle. Et donc, les budgets marketing, et ben, en fait, on regarde qu'est-ce qui est profitable sur le court terme, et donc on coupe la bread. Ce qui peut parfois être néfaste. Absolument. Et en fait, la brand, ce qu'on voit, c'est qu'elle se relocalise vers... t'as la Connected TV, particulièrement aux US. Ouais. Ou YouTube, je crois que c'est genre 10% de tout ce qui est maté sur tous les postes de télé. Ça a dépassé 10% il n'y a pas longtemps. Et c'est devant Netflix. Ça, c'est Criteo impressionnant. aussi, un beau rebond. Je sais pas si tu aimes bien les rapports annuels. Ouais, Criteo, il me semble. Ils sont pas en Criteo, train de changer de CEO. beau rebond, je il me sais semble. pas, mais je sais que Criteo est en train de... Ah, tu le vois dans les... Ouais, alors Criteo, c'est un peu plus faible en part. Ouais. Mais je pense qu'ils ont réussi à faire des changements sur leur algorithme, à être plus performants. De toute façon, c'est simple. L'équation de toute la publicité, c'est d'un côté être capable de générer de la performance pour des annonceurs Ouais. et de l'autre côté avoir une bonne expérience utilisateur pour générer de l'audience. Ok. Et ça explique Ouais. tous les CPM. En fait, à bid égal, à dépense égale et à enchère égale, le contenu qui est le plus pertinent pour l'audience aura toujours un CPM plus bas. CF, l'équation magique et le alignement des planètes, Ouais. qui est aussi le plus dur. Tu disais au tout début de l'échange, j'ai pas rebondi dessus, que tu vois des marques qui faisaient comme ça et des marques qui faisaient comme ça dans les deux. Dans les marques qui font comme ça, est-ce que tu as déjà fait l'exercice est-ce que à chaque fois tu es surpris quand t'en vois une, tu te dis mais putain, mais j'aurais pas dit ça si j'avais pas vu les chiffres que c'était en train d'exploser, ou tu te dis, ou tu captes, tu dis ah bah ouais, il y a ça. Alors, il y a deux choses. Il y a une tendance qui ne cessera de m'étonner, c'est le ugly e-commerce. Et ça, tu vois, on est parisien, on enregistre à Paris. Tu vois un peu, tu vois toutes les D2C parisiennes avec le branding bien brandé, léché, ouais. les couleurs Bien qui sont LinkedIn, souvent les bien, mêmes, ouais. etc. Et je suis souvent surpris de voir le décalage entre ça et les vrais chiffres et des marques où tu vois le site et tu te dis, mais tu vois, t'as envie de le refaire. Ouais. Et en fait, il y a 6% de conversion rate, il y a des méta-ads qui tabassent. Donc en fait, il y a vraiment, tu sais, il y a un mec sur LinkedIn qui est connu qui dit make ugly ads. Ouais. Tu vois qui c'est? C'est oui. Il a un nom compliqué à prononcer, mais je pense qu'il y a vraiment, il y a un exercice d'humilité. C'est Barry Hot. Exactement. Ouais. Là-dessus, qui est en fait, tout ce qui compte, c'est d'aligner ce que tu vends, qui soit de qualité, au bon prix, avec le message qui marche pour l'audience. Et ce message, si tu vends, tu vois, même si tu prends le matcha, c'est que tu vendes à une population parisienne qui sort de épisodes à juste expert différent qui est au Japon, le même qualité de produit matcha au prix égal, voilà, il faut l'adapter. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui m'étonne, c'est souvent le conversion rate est parfois décorrélé du branding et le beau branding n'est pas toujours... ce qui compte, c'est que ce soit clair et efficace et que ça marche. Donc ça, c'est là-dessus. Après, je vois quand même, il y a des choses où maintenant je commence à voir aussi pourquoi ça marche et qui sont souvent, et notamment en France, des produits de grande qualité avec une manière structurelle d'avoir des prix cassés. Meilleur exemple, c'est Pollen où en fait, c'est la qualité de Louis Vuitton à un dixième du prix. Et avec en plus, avec tout le branding derrière. Et donc,
Enfin, il y a quelques petits ingrédients où je pense réussir à bien gérer l'équation prix en étant profitable, parce que tu vois, c'est facile de casser les prix, mais réussir à trouver la bonne équation prix structurelle pour offrir un produit de qualité avec une bonne affaire au client, ça, je trouve que c'est souvent une bonne recette. Est-ce que tu vois aussi si on parle plutôt sur la partie back-end en termes de unit economics, un peu quoi ça ressemble pour une boîte en bonne santé en e-commerce? Ouais, bah alors il y a différents trucs. Un truc, c'est tu ne vis pas à moins de 60% de grosse margin. Ouais. Voilà, ça c'est... Je sais pas, est-ce que tu regardes qui va être mon associé? Oui. Tous les sujets e-commerce, ils le disent, et c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, c'est juste trop dur quand il y a les dépenses d'ads, de logistique, etc. Donc ça, c'est un truc. Deuxième truc, c'est... Alors, je vais te dire l'idéal et je vais te dire le minimum. Quand tu regardes les cohortes, donc tu vois, tu te dis tous les mois combien j'ai de nouveaux clients, combien ils génèrent de revenus, et que tu regardes 12 mois après, et l'idéal, c'est que tu es à plus de 100%. Et il y en a. Il y en a, et notamment les marques d'abonnement, les marques de compléments alimentaires, etc. C'est fat, hein, plus 100%. Ah, bah, j'ai été beaucoup plus. Je vois du 250%. Mais au minimum, il faut être à 30%. Il faut qu'au minimum, par cohorte, quand tu as 100 clients qui vont générer à eux tous 1 million d'euros, il faut que derrière, il y ait 300 000 qui reviennent sur les 12 prochains mois. Ouais, parce que c'est trop dur, sinon, l'achat unique. Ouais, il y avait avant une petite règle qui était 30% sous 3 mois et 100% sous 12 mois. Bon, bah voilà. Mais c'est costaud. 100% sur 12 mois, c'est très beau. Et puis, c'est pas possible surtout. En fashion, c'est très difficile. C'est pour ça que si tu vends des matelas, t'es cuit. Voilà, si tu vends des meubles, c'est encore plus difficile. Mais toujours est-il que c'est difficile de vendre des meubles parce que tu as besoin d'avoir un repeat. Sinon, tu es constamment en train d'acheter. Donc, tu as ça. Ensuite, tu as l'équation un peu globale qui est de te dire... tu as envie que ton coût d'acquisition soit un tiers de ce que tu vas générer en, disons, un an et demi. Donc, tu vois, tu prends... LTV sur CAC, ouais. Voilà, exactement. Ça, qu'est-ce que je vois d'autre là-dessus? De vraiment must-have. Tu vois, dépenses ads, généralement, c'est 10 à 40% des sales. Et en fait, tout dépend de à quel point la marque veut être agressive sur sa top line. Et voilà. T'as jamais genre des boîtes qui ont un organique, mais qui... Si. Mais des boîtes at scale qui arrivent. Ouais, souvent, ça, c'est des maths. En fait, tu vois, j'ai pas mal de... Alors, je sais que mes clients, ils n'aiment pas qu'on cite leur nom parce que le e-commerce, c'est pas comme les startups. Tu sais, dans les startups, on dit toujours, ouais, il n'y a que l'exécution qui compte, tu peux pas rentrer dans le détail. E-commerce, c'est différent parce qu'en vrai, c'est réplicable. Et souvent, tu vois, les clients, ils n'ont pas envie de dire quel est mon best-seller. Ouais, tu peux te faire pomper, ouais. Voilà. Donc, mais tu vois, j'ai pas mal de marques qui sont des marques historiques, qui sont des marques qui ont plus de 30 ans. Et souvent, elles vont être reprises par une équipe un peu plus digitale. Et ça, c'est un terrain de jeu assez fou parce qu'en fait, tu arrives et l'historique de la brand fait que tu as des ROAS, donc vraiment global, si tu regardes toutes tes dépenses sur tout ton revenu, genre x25. Ouais. Et tu vois, parce que c'est vraiment, ça tombe tout seul. Et ouais, ça prend du temps. L'organique, ça prend énormément de temps. Ou bien, c'est une stratégie de contenu. Tu vois, de dire, voilà, moi, mon objectif, c'est de sortir un TikTok viral tous les mois. Il y en a, c'est leur objectif et ils y arrivent. Ou bien, c'est juste des années et des années de brand, de clients. Et bah, évidemment, au bout du temps, ça compound. C'est intéressant parce que, et nous, c'est notre terrain de jeu préféré. Enfin, pour une agence, c'est du pain béni. C'est quand tu as une boîte qui a un bel historique et qui est nulle en digital. Et c'est là où tu te régales. Après, il faut faire attention parce qu'il faut bien calculer l'incrémentalité après de tout ce que tu fais parce que tu en as aussi qui arrivent et qui disent regarde mes beaux chiffres et un peu tu coupes et il n'y a pas de différence. Et écoute, c'est super intéressant. Un autre sujet dont je voulais parler, Meta, ils ont entendu il n'y a pas longtemps une optimisation à l'incrémentalité. Est-ce que vous calculez, vous connaissez un petit peu l'incrément, vous faites ça pour vos clients Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que je sais que Meta nous a contactés pour faire partie d'un bêta. C'est exactement le truc auquel je pensais parce que je sais qu'ils ont contacté du coup Northbeam. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors c'est particulier. C'est particulier parce que en fait, c'est quoi l'idée? C'est quoi? Le cœur de ce programme, c'est de dire en fait, nous Meta, on reporte un ROAS, mais en fait nos clients se basent sur des décisions et le juge qui est en dehors de Meta. Et en l'occurrence, le juge, c'est nous. Ce qui fait sens, et toi. Voilà, c'est l'attribution. Et du coup, ils veulent se dire, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir être alignés et de savoir les publicités qu'on sert. On veut connaître le verdict. Et on ne veut pas subir le verdict. Ce qui est sain, sauf que c'est en vrai au dépend du client. Pourquoi c'est au dépend du client? C'est qu'en fait, peu importe
le juge, tu as envie de donner le maximum de data à Meta pour leur permettre d'optimiser au mieux leur algorithme. Et en fait, tu sais, c'est un peu introduire... moi, j'ai trouvé que c'est un peu introduire le côté qu'est-ce que le client a envie de voir. Et du coup, on va optimiser les ads presque de manière politique par rapport au CMO qui me juge, plutôt que d'un point de vue pur, qu'est-ce qui va générer du revenu. Donc, j'ai pas vu ça encore comme un truc qui est vraiment de dire on veut améliorer l'algorithme, parce que le meilleur moyen d'améliorer l'algorithme, c'est juste que Meta voit, à chaque fois qu'elle influence un client, elle n'a pas besoin de nous, Meta, pour le faire. Elle sait à qui elle sert. Nous, on lui dit qui a fait un achat. Bon, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Le fait de savoir que Google l'a touché au milieu, que Snapchat l'a touché au milieu, c'est très personnel en fait. C'est le CMO qui décide s'il a envie de... Et souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que tu n'utilises pas un seul modèle d'attribution. Ouais, tu vas regarder quelle est la vision first click, quelle est la vision last click, si tu donnes un peu de crédit à tout, et au final, tu vas regarder juste à la fin du mois combien tu as dépensé et combien tu as de revenus. Donc, j'ai senti que c'était plus un move politique pour essayer d'aligner des choses qu'un vrai truc sain de dire, voilà, notre objectif, c'est de générer de la performance pour les annonceurs, et on va faire tout ce qu'il faut, parce que ça, c'est déjà réglé avec Capi. Peut-être parce que je me rends compte peut-être que nos auditeurs ne voient pas du tout de quoi je parle, en fait, quand je dis l'optimisation à l'incrémentalité. Ce sur quoi Meta voulait avancer en termes de fonctionnalité, c'est de dire au lieu d'optimiser la valeur des conversions, le nombre de conversions, ils veulent avoir un truc dans Meta qui est optimisé à la conversion incrémentale, qui est en gros la conversion qui n'aurait pas eu lieu si Meta n'avait pas été là. Il y a plusieurs raisons d'en douter. J'avais pas cette raison politique, en effet, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça fait sens. Ils ont toute la data pour le faire eux-mêmes, pour savoir, mais c'est juste qu'ils se disent l'annonceur va pas y croire. Exactement. Donc je vais aller chercher Polar, je vais aller chercher Northbeam pour qu'ils y croient. Et je sais que avant, ils avaient quand même sorti un truc qui était l'optimisation à la valeur, qui était une belle promesse, mais qui délivrait pas grand-chose. Tu trouves? Moi, j'ai vu des clients cartonner avec ça. En remplaçant optimiser par l'objectif maximiser les conversions. Ouais, nous, ça allait chercher des clients existants, en fait. Donc, oui, bon, après, il faut bien exclure. Et même avec les exclusions et tout, c'était parce que du coup, c'est pas très précis les exclusions sur Meta. Bon, après, donc à mettre à l'épreuve de la réalité. Moi, ce que j'aime bien, c'est tous les sujets d'optimisation à la marge. Où tu vois, ça, c'est de la base, ça, je trouve que c'est intéressant. Où tu envoies la valeur, mais tu envoies pas le gros sales. Tu envoies le net profit en prenant tout et tu peux renvoyer de manière rétroactive s'il y a eu un retour. Ça, on le fait pas mal. Ça, c'est un bel alignement. Je trouve que, voilà, moi, j'aime les choses un peu saines. Je trouve que l'attribution, c'est un sujet où très vite, c'est qui a raison et qui est le plus haut placé dans la boîte, et celui qui s'occupe du canal Google a envie de dire c'est moi, celui qui a envie de s'occuper du canal Meta a envie de dire c'est moi, et tu peux très vite tomber, et même tu vois nous les développeurs d'attribution, t'as un moment un choix de te dire qu'est-ce que je veux privilégier. Est-ce que je veux privilégier la croissance de la marque au dépens parfois de la vente, puisque si le mec qui t'achète, tu lui donnes une information qui va contre ce que lui voulait, versus privilégier la politique interne. Donc, c'est des sujets particuliers et ça nécessite souvent qu'il y ait une vision globale et une bonne culture d'entreprise où, en fait, tu as un head of e-commerce qui a une vision transversale plutôt que plein de gens qui se bagarrent pour savoir qui vient le crédit, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que Meta a quand même besoin de s'appuyer sur des acteurs externes pour aller gratter du spend, en fait, à Google. Ce qui est logique. Simplement, bas de funnel. Ils se battent là-dessus. OK. Bah écoute David, c'était super intéressant. On a parlé de plein de sujets dont j'avais pas prévu de parler, donc cool. Donc merci beaucoup pour toutes tes réponses. Je te prends pas plus longtemps, on a parlé 40 minutes, je t'avais dit 20 minutes. Tu seras quand même à l'heure pour ton call à 17h30. Top. Merci, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode des Brutakis. Salut.